Messieurs, prêts à parler conformité RGPD? Non, je plaisante. On disait qu'en plaisantant juste avant le début de la table ronde, c'est que dès qu'on met RGPD dans le titre d'une conférence, généralement, on perd à peu près les 3/4 de l'auditoire, voire davantage. En fait, aujourd'hui, on ne va pas vous parler que de conformité, que d'IA, que de RGPD, mais aussi finalement comment aujourd'hui des solutions performantes, et si on parle de solutions performantes, c'est d'IA, comment en fait, dans le monde de l'assurance, parce que c'est un véritable enjeu aujourd'hui de réussir sa transformation IA comme on a pu être amené à réussir sa transformation digitale, donc arriver à intégrer des solutions innovantes d'IA tout en respectant quand même les notions d'éthique et de conformité. Donc aujourd'hui, j'ai mes 3 invités qui sont ou spécialistes de solutions IA, ou en tous les cas qui sont en train de, ou qui ont fait leur transformation IA et qui vont nous apporter leur expérience et leur connaissance sur le sujet. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Kylian Vermeer, je suis le CEO de Golem.ai et on fait du traitement de flux, de messages, etc. On travaille beaucoup avec des assureurs et des gens du milieu de l'assurance en général. Bonjour à tous, je suis Paul-Henri Chabrol, je suis CTO d'AssureOne. Donc AssureOne, on est un courtier grossiste spécialisé dans les questions de mobilité et on opère 3 business units, des partenariats en marque blanche, un réseau de courtage grossiste qui s'appelle Netvox et une marque d'assurance en direct, Assure Online. Donc la technologie est vraiment au cœur de notre proposition de valeur. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Aubourg, je suis le directeur général de Planète CSCA qui est le syndicat professionnel des courtiers en assurance. Justement, Christophe, on va commencer par vous. Aujourd'hui, se transformer et faire une transformation IA, c'est aussi partir du besoin en fait, des acteurs de l'assurance et arriver à intégrer des solutions qui leur correspondent. Et aujourd'hui, vous, en tant que syndicat, vous avez justement commencé cette démarche en faisant des focus group et des groupes de travail pour savoir finalement comment se transformer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce travail ? Oui, effectivement, on réfléchit sur ce thème de l'impact de l'intelligence artificielle pour nos adhérents depuis un certain temps. Nous avons publié l'année dernière un livre blanc sur justement comment l'intelligence artificielle est appréhendée par nos courtiers et quelles solutions ça peut leur apporter dans leur business au quotidien. Et nous avons décidé de lancer en début d'année une mission avec un cabinet conseil qui nous a accompagnés pour d'une part en fait acculturer nos adhérents et les courtiers, les sensibiliser au sujet, les former également sur qu'est-ce que l'IA, quels différents types d'IA il existe et comment l'IA générative qui est plus récente en fait peut leur apporter aussi un certain nombre de solutions. Et puis au-delà de cette première brique qui était essentielle pour comprendre le sujet et bien le poser, on a ensuite organisé un certain nombre de focus group en effet avec des courtiers adhérents pour comprendre leurs besoins opérationnels dans leur quotidien et voir comment l'IA pouvait y répondre, soit par des outils sur étagère qui existent déjà sur le marché, soit le cas échéant par le développement d'un outil spécifique qu'on mettrait ensuite à disposition de nos adhérents. Donc c'était vraiment un travail très intéressant parce que ça permet de ne pas raisonner en chambre, mais vraiment de partir du besoin et puis après voir comment on le traite et on apporte une réponse. Et on sait, chez les courtiers, en fait, il y a quand même une population très hétérogène en termes de maturité aussi, de taille d'entreprise. Comment vous gérez en fait cette hétérogénéité et finalement, est-ce que les besoins sont identiques chez un grand cabinet de courtage ou le petit courtier du coin de la rue qui parfois n'a pas fait sa transformation digitale. C'est vrai que c'est un point central qui n'est pas évident à traiter. J'aurais pu dire en introduction, aujourd'hui nous avons 2500 adhérents chez Planète CSCA qui vont des plus grands courtiers de la place à l'entreprise unipersonnelle. Mais quand même, parmi ces 2500 adhérents, c'est 90% de courtiers dits de proximité, donc des TPE, PME. C'est sûr que le sujet de l'IA n'est pas appréhendé de la même manière par un grand courtier que par un courtier de proximité. Les grands courtiers, pour la plupart, ont des équipes de data scientists en interne, ils font de la R&D par ailleurs. Ils ont une capacité financière à nouer des partenariats avec des startups, voire même à avoir une stratégie d'acquisition d'InsurTech qui leur permet finalement d'internaliser en fait cette IA.
Le courtier de proximité, évidemment, pour des raisons évidentes, notamment financières, n'a pas cette capacité. Il n'a pas les équipes en interne qui ont cette capacité, cette connaissance technique du sujet. Et c'est vrai que le syndicat, dans ce cadre-là, est beaucoup plus utile pour eux, je dirais, que pour les grands courtiers, même si certains cabinets d'une certaine taille ne sont pas forcément non plus particulièrement en avance sur l'implémentation de l'IA dans leur cabinet. Mais donc, notre objectif par cette démarche que j'évoquais tout à l'heure est quand même plutôt de s'adresser aux courtiers de proximité pour finalement démystifier en fait, l'impact de l'IA et puis surtout leur apporter un outil clé en main qui leur permettra d'être plus efficaces dans leur business au quotidien. Et il y a eu une convergence justement du besoin chez les courtiers de proximité et puis des courtiers un peu plus importants. Et quels ont été finalement les besoins qui sont ressortis des focus group? Alors, effectivement, on a créé une matrice avec, pour essayer finalement de classer tout ce qui pouvait ressortir à la fois par la pertinence et l'utilité de l'outil, tout en ayant des quick wins, parce que l'IA, on sait très bien, ça va très vite. Donc si on se lance sur un produit qu'on met à disposition dans 3 ans ou dans 4 ans, ça n'aurait évidemment pas beaucoup de sens. Alors les grandes thématiques qui remontent, c'est évidemment l'aspect conformité, c'est-à-dire comment l'outil d'IA peut m'aider en fait dans mon quotidien pour aller plus vite, pour gérer tout un tas de tâches rébarbatives ou administratives ou chronophages. Il y a l'aspect également relation avec les clients, comment je fluidifie ma relation client et pour finalement me consacrer derrière à mon conseil de haute qualité et donc quelle est la valeur ajoutée des courtiers par rapport aux clients. Voilà, après, gestion des flux entrants, évidemment, gestion de la donnée, de la qualité de la donnée, de son contrôle et de son enrichissement. Voilà un peu les grandes thématiques qui ressortent. Paul-Henri, vous, chez Assure-One, faites partie certainement des adhérents les plus avancés dans leur transformation IA. Quel type d'IA vous avez intégré et quels finalement étaient vos besoins aussi en termes d'IA? Oui, bien sûr. Nous, Assure-One, du coup, pour resituer la taille, on est 350 collaborateurs et on opère à peu près pour 200 000 clients. 200 000 assurés dans un business très intermédiaire, puisqu'on opère pour des partenaires institutionnels, on opère pour des marques, on opère également en direct. Donc cette complexité qui est celle du courtier grossiste amène une variété de cas d'usage qui sont extrêmement importants. Donc nous, notre approche sur l'utilisation d'IA a été d'être aussi collaboratif que possible, collaboratif avec nos courtiers utilisateurs, les courtiers de proximité, et également avec tout l'écosystème. Donc on a une approche très focalisée autour de cas d'usage à très forte valeur ajoutée, que ce soit en efficacité opérationnelle ou en qualité de l'expérience de nos assurés. Donc on a commencé il y a assez longtemps, puisque nos premiers cas d'usage d'IA datent d'il y a plus de 5 ans, je pense maintenant. On avait beaucoup travaillé sur la brique de gestion documentaire. Et puis plus récemment, avec nos amis de Golem, du coup, on a mis en place, on a résolu un vrai irritant de gestion qui était autour des flux entrants. C'est-à-dire qu'on reçoit un volume de mails extrêmement important, plus de 40 000 par mois, et ça continue de croître. Et donc l'IA, en fait, nous a permis de faire que le traitement de ces emails n'est plus un irritant pour nos collaborateurs, puisqu'ils sont analysés automatiquement, classés. Les pièces justificatives également sont analysées. Et du coup, nos collaborateurs peuvent se focaliser sur des tâches à bien plus forte valeur ajoutée. Donc on a une approche qui est vraiment très très centrée autour de cas d'usage très concrets, à forte valeur ajoutée, avec une approche très partenariale, puisqu'on s'associe du coup avec des startups, avec des acteurs de l'écosystème qui nous apportent des solutions qui permettent vraiment d'accélérer notre business, quoi. Du coup, Kylian, vous pouvez nous parler un petit peu plus des solutions que vous apportez et que vous proposez aux clients assureurs et notamment la collaboration avec Assure-One. Effectivement, nous on se situe majoritairement sur tout ce qui est traitement des flux entrants. Alors, le cas principal du flux entrant dans les entreprises, c'est les emails aujourd'hui. Mais on va aussi traiter les tickets de support, parfois des flux entrants qui sont du pur documentaire. Et on va pouvoir faire en sorte que ces flux déjà soient catégorisés. C'est un peu une première étape prérequise à tout le reste. Mais au-delà de la catégorisation simple, c'est d'aller chercher comment est-ce qu'on fait concrètement gagner du temps dans un métier. Donc gagner du temps, ça veut dire quoi? Quand on traite un message, qu'est-ce qui prend du temps?
La première chose à laquelle on pense en général, c'est la réponse. Donc déjà, écrire la réponse. Concrètement, en réalité, surtout dans les relations professionnelles complexes comme il y a dans l'assurance, c'est pas ça qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est l'action qui va avec. Ok, j'ai reçu un message, ce client me dit qu'il a changé son adresse. Je dois mettre la nouvelle adresse à jour dans ma base de données CRM. Vérifier qu'elle est bien valide avec un justificatif de domicile, etc., etc. Et donc nous, on va aller lire le message, extraire cette information-là du corps du message, des éventuelles pièces jointes, vérifier qu'elles sont cohérentes entre elles, et à la fin, obtenir de la donnée structurée qui peut venir mettre à jour un système, par exemple. On va aussi pouvoir, bien sûr, générer la réponse, et de manière générale, avoir un flux complet qui va aller automatiser, du coup, les cas les plus simples, et du coup, permettre aux humains de passer plus de temps sur les cas complexes. Parce qu'il n'y a aucune relation client, que ce soit des relations assurées ou les clients dans tous les secteurs, qui peut être 100% automatisé par de l'IA aujourd'hui. La question, c'est comment est-ce que les cas simples, type j'ai perdu un numéro de référence, peuvent être gérés par une IA. Parce que même vous, en tant qu'utilisateur, à la fin, si vous avez perdu un numéro de référence, que vous le demandez à votre fournisseur et qui vous répond en 5 secondes parce que c'est une IA qui l'a traité, vous êtes très content. Par contre, si vous êtes dans un cas complexe, je ne suis pas content, je veux résilier, je veux souscrire à tel contrat parce que j'ai telle contrainte avec mes enfants, bah là, d'un seul coup, on a envie de parler à un humain, on a envie d'empathie, etc. Donc le but, c'est d'essayer de recentrer un peu, que les humains passent moins de temps sur les tâches vraiment pénibles et beaucoup plus de temps sur ce qui requiert de l'intelligence humaine. Et effectivement, c'est exactement cette valeur-là qu'on travaille avec AssureOne et avec tous nos clients, dans cette optique de voilà, aider les collaborateurs et du coup, à la fin, les clients de nos clients. Oui, quand on a préparé la table ronde, ce que vous disiez, c'est qu'en fait, il faut vraiment partir du besoin métier pour arriver à déployer une bonne solution. Effectivement, et les solutions d'IA, de manière générale, doivent être beaucoup prescrites par les métiers, et c'est une collaboration hyper importante, et je pense que ceux qui sont acheteurs, que ce soit du côté DSI ou du côté métier, l'ont vu, ça demande une collaboration hyper importante entre les deux parties. Parce que l'IA, elle s'intègre quand même vraiment dans les processus métiers à un niveau avancé. On n'est pas juste dans un métier qui peut dire à la DSI on a besoin d'un intranet et la DSI qui peut d'un seul coup arriver avec une solution. En général, on est quand même dans une solution où le choix technologique a un impact important sur la fonctionnalité et l'utilisabilité au quotidien. Et donc on se retrouve à avoir des personnes parfois avec des profils non techniques qui doivent prendre des décisions qui sont basées sur des critères techniques. Donc ça demande une collaboration importante entre le fournisseur, les équipes techniques, les équipes utilisateurs chez le client, tous ensemble, pour trouver la bonne solution. Et beaucoup du processus commercial pour nous, alors on a de la chance, on a quelques clients comme AssureOne qui sont très bien formés déjà à ces sujets-là, mais parfois c'est 2 ou 3 mois même de pédagogie avant de commencer à discuter concrètement d'un projet, parce que souvent on découvre que ce que nous on propose est même possible. Typiquement, on parlait dans le courtage, il y a beaucoup de petits cabinets, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font depuis 30 ans à la main, maintenant c'est faisable autrement. Et donc il y a une grande phase de transformation, et souvent les projets d'IA, les plus grands sujets sont des sujets humains bien plus que des sujets techniques. Et justement sur ces choix technologiques, Christophe, est-ce que, et notamment parce qu'on parlait des courtiers de proximité, le font un peu à marche forcée, où il y a vraiment, en fait, c'est vraiment une volonté de ne pas passer à côté de la nouvelle transformation, parce que ce qu'on disait, c'est que la transformation digitale, il y en a qui l'ont pas faite, et maintenant, finalement, ils passent de la transformation digitale à directement la transformation IA. Donc comment est ressenti finalement ce besoin d'intégrer des solutions pour rester concurrentiel en fait? Alors, j'ai envie de dire presque paradoxalement, celui qui n'a pas encore fait sa transformation digitale et qui passe direct à l'IA, il a peut-être une facilité, c'est qu'il ne va pas avoir un outil de base qui va être un peu obsolète. Alors évidemment, la marche est un peu plus haute à franchir, mais d'un point de vue techno pur, peut-être que paradoxalement, c'est un peu plus simple pour lui. Après, on ne va pas se mentir entre nous, le courtier de proximité totalement digitalisé, il y en a un certain nombre, mais c'est quand même pas forcément natif chez lui, parce que la pyramide des âges fait que les courtiers exercent depuis un certain temps et qu'en effet, on vit une véritable révolution. Donc nous, notre objectif, c'est encore une fois, de leur faire prendre conscience que cette évolution, cette transformation digitale est indispensable pour leur business, et que si c'est bien fait, si c'est fait effectivement, si le virage est pris aujourd'hui, ou en tout cas à très court terme, ils pourront tendre vers ce qu'on appelle le courtier augmenté, qui leur permettra de conserver leur métier d'origine, qui est le conseil
de forte valeur ajoutée aux clients, tout en utilisant en effet les outils techno, d'IA ou digitaux pour leur permettre de se libérer d'un certain nombre de tâches extrêmement chronophages dans leur quotidien, qu'elles soient réglementaires, administratives. Et effectivement, on sait bien que la réglementation est tellement florissante que c'est un sujet au quotidien. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment concrètement on fait? Donc, j'évoquais tout à l'heure la culturation, la formation. Alors, la météo d'aujourd'hui me fait penser à cette citation de Sénèque qui disait la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, on ne va pas vous demander d'aller danser aujourd'hui à l'extérieur, même si les circonstances le permettraient, mais ce volet formation est indispensable pour justement prendre le train en marche. Et encore une fois, je pense voir l'arrivée de l'IA et son développement comme une opportunité pour les courtiers et non pas comme une contrainte. Paul-Henri, vous, chez Assure One, c'était assez naturel ou c'est pareil, ça a demandé aussi de la culturation, du change management pour les équipes, enfin, comment vous l'avez intégré? Bien sûr, non, il n'y a pas de révolution qui se fait sans accompagnement, sans transformation. On est convaincu chez Assure One que l'IA et ses nouveaux cas d'usage sont effectivement une révolution, qu'elle change fondamentalement notre rapport à la machine, notre rapport à la technologie. Et donc cette transformation se fait évidemment avec beaucoup d'accompagnement. Nous l'important pour nous, c'est le cas d'usage. C'est de s'assurer qu'on ne fait pas des tests exploratoires pour découvrir des cas d'usage à long terme, etc. On est très très concret, très ancré à résoudre des problèmes, clairement, soit de nos clients, soit de nos collaborateurs. Et clairement, le flux, la gestion du flux est un de ces problèmes. Et à partir du moment où on a réussi, avec de bons partenaires, à mettre en place une solution qui a vraiment résolu un irritant au quotidien de nos collaborateurs, l'acceptation, évidemment, se fait de manière très simplifiée et tout à fait acceptable. Un autre axe est qu'également on cherche autant que possible à rendre la technologie invisible. C'est-à-dire qu'un bon traitement est un traitement qui ne se voit pas, et donc le collaborateur, dans son outil, dans son poste de travail, que le logiciel soit basé sur l'IA ou sur une autre technologie, doit être indolore, invisible pour lui. Et donc moins la technologie se voit, plus généralement la valeur perçue est forte. Donc voilà, on cherche vraiment à s'ancrer dans les besoins, à résoudre des irritants et à rendre la technologie aussi invisible que possible. Et du coup, ça a été un véritable choix de plutôt externaliser, ou il y a eu aussi finalement du développement interne sur des outils IA? Alors en tant que DSI, évidemment, c'est l'éternelle question du make or buy, dont on avait un peu parlé, mais je ne crois pas du tout je ne crois pas dans le choix entre l'achat ou l'internalisation. De toutes les façons, c'est toujours du make and buy, c'est-à-dire qu'il y a toujours du travail en interne et toujours de l'appropriation technologique par les équipes pour qu'une solution soit efficace. Donc effectivement, nous, l'enjeu a été de sélectionner de bons partenaires. On a fait le choix de travailler avec des acteurs français, que ce soit Golem ou Zelros, avec qui on travaille également, qui ont des pratiques de traitement de la donnée, de respect de la donnée personnelle qui sont extrêmement importantes pour tout acteur de l'assurance. Donc voilà, on a sélectionné avec beaucoup d'attention nos partenaires et après fait collaborer efficacement les équipes des partenaires, nos équipes métiers, c'est le plus important, et les équipes technologiques pour mettre aussi rapidement que possible des cas d'usage à la plus grande échelle possible pour sortir de la maladie que beaucoup de directions informatiques connaissent, qui est la maladie du POC. Donc de faire un petit essai et de trouver ça formidable et de s'arrêter là. Non, l'impact n'est pas là. L'impact, il vient quand les cas d'usage qui ont du sens sont déployés à grande échelle. Et c'est ce qu'on a fait effectivement sur quelques cas d'usage d'IA à très forte valeur ajoutée. Et du coup, pour cette intégration finalement de solutions externes, ça a nécessité chez vous de former des personnes ou peut-être d'intégrer des nouveaux profils en fait pour pouvoir maintenir les solutions et de ne pas être tout le temps non plus dépendant finalement du prestataire externe. Enfin, comment vous avez géré ça? Effectivement, on a dû faire travailler des gens sur ces solutions, qu'ils se les approprient, qu'ils sachent en connaître les limites et les opportunités.
Après, vous savez, en technologie, les ingénieurs sont voilà, une denrée rare et qu'il faut réussir à attirer. Le fait de démarrer des projets sur ce type de technologie est excellent en employabilité, en marque employeur. Donc, effectivement, nous, c'est aussi une facilité et les équipes sont toujours très partantes pour aller travailler sur des nouvelles technologies, de se les approprier et de les déployer à échelle avec de l'impact. Donc, vous disiez qu'effectivement, finalement, aller chercher une solution externe, c'est aussi des solutions qui sont déjà, qui respectent un certain nombre de problématiques de conformité. Du coup, Kylian, je sais qu'il y a plusieurs typologies d'IA qui sont plus ou moins adaptées au monde de l'assurance ou en tous les cas qui respectent en fait ce côté traçabilité et puis ensuite explicabilité du projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? En plus, vous êtes expert puisque vous avez été sollicité par l'Europe dans le cadre de la rédaction de l'IA Act. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui. On a, donc effectivement, il y a deux grands sujets dans l'IA. Le premier, et on va se mentir, c'est le numéro 1, c'est la performance. Parce que s'il n'y a pas la performance, on ne parlera pas du reste. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait attention aussi que ce soit pris en compte dans le titre. Parce que bien sûr, il y a un cadre légal et éthique. Alors le cadre légal et le cadre éthique essaient de converger. Et c'est justement un des grands sujets de l'IA Act. Mais déjà, voilà, donc il y a la performance en premier plan. Ensuite, sur la seconde partie, il y a comment est-ce qu'on crée une solution d'IA. Parce qu'une solution d'IA, à la fin, c'est une solution logicielle. Hein, on en parlait tout à l'heure. Il faut intégrer que c'est du software, c'est la technologie qu'on intègre, qui permet de maintenir la compréhension et la responsabilité qu'il y a dans les processus qui ont lieu chez un assureur ou chez tous les acteurs de manière générale du domaine de l'assurance. Ce domaine-là en particulier est très intéressant parce qu'il y a énormément de données personnelles qui sont manipulées. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à de la donnée personnelle médicale, de la donnée sur des enfants. Enfin, voilà. Il y a quand même des sujets qui, juste d'un point de vue purement légal, sont extrêmement réglementés. Et de toute façon, d'un point de vue éthique aussi. Et un droit à l'erreur qui est très faible. Parce que nous, par exemple, on va travailler dans deux grands sujets principaux. C'est les parcours de souscription et les parcours de gestion de sinistre. Sur la souscription, déjà, il faut éviter de se tromper parce que ça peut créer pas mal d'erreurs, soit en termes de gestion du risque, soit juste en termes de perte de temps et de relations clients, de relations assurées. Et sur la gestion de sinistre, c'est encore plus critique. Parce que le droit à l'erreur est extrêmement faible. Si on prend le cas le plus compliqué, c'est-à-dire le cas où on doit refuser, par exemple, d'indemniser un assuré parce que ça ne rentre pas dans les clous, on a intérêt à pouvoir dire pourquoi. Et donc là, ça touche à un double enjeu qui est explicabilité et responsabilité. Explicabilité, c'est à quel point est-ce que l'outil que j'utilise est une boîte noire, déjà. Donc on va avoir à un bout du spectre des outils, souvent les IA génératives, ChatGPT ou autres, qui sont des outils qui ont tout un tas de performances, mais qui ont par design et par manière de fonctionner quand même plutôt un effet boîte noire, et qui ont une très bonne compréhension horizontale, c'est-à-dire qu'ils comprennent un petit peu tout, mais pas forcément le détail du métier. Et à l'autre bout du spectre, on va avoir des technologies comme ce que nous on fait chez Golem.ai, qui sont des technologies qui sont en général configurées ou spécialisées pour un domaine, qui vont être soit entraînées pour certains cas, soit juste spécialisées autrement pour d'autres, avec de la connaissance et de la donnée spécifique à un métier. Typiquement dans l'assurance, c'est quasiment obligatoire parce que la spécificité de chaque, non seulement déjà de manière générale du secteur, mais en plus de chaque acteur, est quand même très très présente. Au point où on a vraiment une novlangue. On parle beaucoup de la novlangue de l'IA, mais là on mélange la novlangue de l'IA et la novlangue de l'assurance, qui sont toutes les deux quand même qu'on joue toutes les deux leur jargon. Et donc là, l'explicabilité, elle intervient sur, ok, telle décision a été prise, telle information a été extraite, voilà comment ça a eu lieu. Et le summum, le next plus ultra, on va dire, de l'explicabilité, c'est la réversibilité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à partir du résultat, je peux revenir au raisonnement qui a eu lieu sur, ok, tel message a été considéré comme urgent et telle information a été extraite et on a repéré que ce document-là, une carte grise par exemple, n'est pas cohérent avec cette carte d'identité-là. Ou même, de manière plus subtile, dans un corps de texte, quelqu'un décrit un sinistre qui est différent de ce qu'il y a dans le constat. Voilà. Donc ce genre de choses-là qui sont importantes à détecter, on a intérêt à pouvoir les retracer, surtout quand on le fait de manière massive. Parce que si c'est un seul cas, un humain peut repasser. Si on a traité 1 million de dossiers de cette manière-là, et qu'on veut pouvoir revenir en arrière pour vérifier dans le cas d'un audit par exemple qu'on a bien fait les choses, ça devient absolument crucial. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte très tôt dans les prises de décision, parce qu'effectivement on peut se retrouver presque un peu en dépendance technologique. Une fois l'IA mis en place, on n'a pas très envie de revenir en arrière, que ce soit pour des raisons économiques ou organisationnelles. Et du coup, c'est important d'avoir ces éléments-là en tête très tôt. Voilà. Si vous faites une IA de targeting marketing, par exemple, la démontrabilité, elle n'est pas très importante. Vous êtes sur un flux statistique.
Il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser l'IA générative, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si vous traitez des sinistres dans la santé ou des choses comme ça, là on arrive vraiment dans des sujets où voilà, faire attention à ses choix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, et qu'en plus, pour le coup, on aime bien parler du retard en Europe dans l'IA, mais en France, on est assez bon sur ces sujets-là. Avoir des IA qui sont accountable, où on peut revenir en arrière, comprendre ce qui s'est passé dans tout un process, c'est plutôt un domaine, notamment grâce à des éléments comme l'AI Act, qui font que l'Europe et la France en particulier sont assez avancées. Donc en fait, même dans le choix de l'IA que vous utilisez pour la conception de solutions, en fait, c'est dès la conception que vous anticipez finalement les problématiques de conformité IA Act. Alors pendant la préparation, on a parlé d'IA symbolique, d'IA analytique, de neurosymbolique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, donc il y a eu le gros boom de l'IA générative il y a un petit moment maintenant qui a fait énormément de bruit et qui a fait prendre conscience à tout le monde qu'il fallait l'IA. Donc là, on est en train de se normaliser un peu plus en se disant, ok, il y a un type d'IA qui est l'IA générative, il y en a d'autres qui existent historiquement, il y a du machine learning plus classique qui rentre aussi dans les IA dites connexionnistes avec l'IA générative, et il y a d'autres approches qui sont, comme par exemple l'IA symbolique, qu'on fait historiquement chez Golem.ai. La réponse aujourd'hui, elle est souvent hybride, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très concret, nous chez Golem.ai, on distribue de l'IA dite neurosymbolique, c'est-à-dire qu'on a un mélange de plusieurs IA. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique. Concrètement, ce que ça va donner, c'est qu'on va recevoir un flux entrant. Ce flux entrant, dedans, il y a de la donnée critique, il y a de la donnée qui n'est pas critique, il y a de la donnée urgente, non urgente, etc. On va utiliser une IA démontrable et avec un très très haut niveau de fiabilité pour catégoriser ce flux. Ce qui va nous permettre déjà de différencier qu'est-ce qui est absolument critique, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est urgent, etc. Et ensuite, on va pouvoir se dire, ok, ce message-là, c'est un message qui est plutôt simple, qui n'est pas une donnée critique qui nécessite forcément l'intervention d'un humain, donc on va utiliser une IA générative pour générer la réponse. Parce qu'aucun type d'IA ne sait mieux générer une réponse à un message que l'IA générative. Et ces solutions hybrides commencent à être un peu ce qui émerge le plus en ce moment, parce que ça devient une solution qui permet de bénéficier du meilleur de tous les mondes, en se disant, ok, j'ai mon flux, il y a de tout, la donnée critique, je ne veux surtout pas qu'elle soit traitée par quelque chose qui soit purement statistique, boîte noire, parce que je me pose des contraintes vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de la loi, etc. Mais par contre, surtout sur les cas simples, j'ai très envie d'utiliser l'IA générative en disant, voilà, le client qui a perdu son numéro de facture, s'il y a une IA symbolique qui va juste détecter, ok, c'est une demande de récupération de facture, en base de CRM, on va récupérer le numéro, l'intégrer, on va pouvoir dire une IA générative, génère la réponse, l'envoyer, le client il a sa réponse en 5 secondes, tout le monde est content. Voilà. Et donc cette question d'hybridation, elle est assez cruciale en ce moment. Le neurosymbolique est la forme qu'on a choisie nous, et je pense que c'est un moyen vraiment solide de le faire. l'IA Act aussi amène finalement plus de partage de responsabilités entre le fournisseur et l'acheteur en fait, de la solution. Du coup, Christophe, comment vous l'anticipez avec vos adhérents, et finalement, est-ce que pour vous, l'IA Act, c'est vraiment une contrainte pour le futur de la transformation IA ? Alors, comme toute réglementation, c'est souvent une contrainte quand même. Je dirais que l'IA Act a quand même globalement été plutôt bien pensé. C'est-à-dire que le législateur européen est parti finalement des risques existants ou à venir pour construire en fait un encadrement réglementaire d'un point de vue légal et éthique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et il n'est pas parti en fait de la techno, ce qui est le réflexe habituel. On l'a vu sur RGPD par exemple, et on a un texte en fait qui est verrouillé et qui, pour les professionnels, est à la fois difficilement applicable, mais contraint également le business. L'IA Act, je parle sous le contrôle des spécialistes, est moins dans cette optique-là. Donc ça, c'est plutôt un élément de satisfaction. Après, les risques existants, on en connaît un certain nombre. Les risques à venir, on va apprendre aussi un peu en marchant. Donc c'est vrai que le texte laisse quand même un certain nombre de zones de flou, et notamment sur le partage des responsabilités, et surtout sur... je dirais dans quelle position le courtier se trouve. Est-ce qu'il est juste détenteur de la donnée? Est-ce qu'il est utilisateur? Donc on a listé 4-5 scénarios. Alors parfois il est les 5 à la fois, parfois il est qu'un seul. Donc ça, c'est extrêmement compliqué à décliner opérationnellement et donc à analyser d'un point de vue quotidien. De toute façon, aujourd'hui, le courtier est de toute façon soumis à quand même pas mal de problématiques de conformité, et notamment avec la réglementation DORA. Enfin, vous nous en parliez un petit peu. Est-ce que vous pouvez
développer un peu là-dessus? Tout ce qui touche de toute façon de près ou de loin à la donnée, effectivement, est encadré. Alors l'IA Act est un exemple, mais effectivement il y a RGPD et puis il y a DORA qui rentre en application au 1er janvier 2025, plus sur la résilience finalement informatique, on va dire. Et puis on a le FIDA, qui est le dernier texte européen sur l'open insurance, qui va faciliter en fait les transferts de données entre les clients et les assureurs, et les professionnels. Ce texte, il est encore en cours de négociation à Bruxelles. On a encore quelques étapes à passer, mais on voit ce texte quand même de manière assez inquiétante parce que pour le coup, si c'est mal encadré, ça peut permettre tout et n'importe quoi. Et là, on aurait des dérives effectivement en termes d'éthique, en termes de responsabilité et autres. Donc c'est vrai que le courtier, au milieu de tout ça, il fait face finalement à une panoplie, je dirais, de réglementation. Nous, en tout cas, en tant que syndicat professionnel, on essaye d'accompagner nos adhérents pour décrypter les textes et puis pour leur trouver des solutions opérationnelles au quotidien. Mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Paul-Henri, vous avez déjà commencé à vous préparer à l'arrivée de... Alors, soit l'IA Act qui est déjà en opération, mais avec le FIDA, DORA, etc. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, avec l'accompagnement de Planète CSA aussi, on voit aujourd'hui que la pression réglementaire sur le courtier lui impose des comportements, des pratiques de conformité tout à fait similaires à celles des assureurs. Et c'est à la fois une opportunité et une contrainte forte parce que ça a un coût et parce que ça implique une lourdeur procédurale qui peut être très lourde. Dans le cas de RGPD, on a tous connu ces registres de traitement infinis qui ne sont pas mis à jour, qui ne sont pas suivis, etc. C'est ce qu'on cherche à éviter évidemment dans le cadre des nouvelles réglementations. Là où c'est une opportunité, c'est qu'effectivement une réglementation comme DORA impose les courtiers d'avoir un choix de partenaires, d'intégrer des critères de résilience dans le choix des partenaires. Et tout le monde, effectivement, tous les fournisseurs ne pourront pas ni tenir le choc, ni proposer des solutions efficaces pour suivre cette réglementation. Donc évidemment, nous, on a commencé il y a assez longtemps. C'est le chemin réglementaire est semé d'embûches une applicabilité de certaines parties qui est complexe, notamment sur tout ce qui est revue de fournisseurs, tout ce qui est procédure de revue et d'audit qui ont un coût important. Mais là où c'est une opportunité, c'est qu'effectivement, on voit aussi que l'IA Act en fait a généré beaucoup de questionnements sur les cas d'usage et sur le bien fondé des cas d'usage. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque il y avait eu beaucoup de fantasmes autour de l'utilisation de vidéos, l'utilisation de photos, l'utilisation de reconnaissance faciale que l'IA Act a extrêmement bien encadré et en assurance également sur tout ce qui est décision automatique où l'IA Act permet de faire primer la décision humaine, ce qui est extrêmement important puisque évidemment, alors c'est tout à fait le cas en prévoyance, c'est également le cas en auto où la position dans le règlement des sinistres est également important, la position du conseiller, de l'expert est renforcée en fait face à cette décision automatique. Donc ça nous a beaucoup servi, ça nous sert beaucoup pour choisir des cas d'usage effectivement qui ont du sens et qui ont du sens pour ce qui compte le plus, c'est-à-dire nos assurés et la protection de leurs données. Très bien, on a déjà passé le temps. Finalement, par les conformités et réglementations, c'est pas si ennuyeux que ça. Pour conclure, à votre avis, pour les acteurs de l'assurance, quels vont être les prochains défis en fait à relever pour finalement arriver à conjuguer performance, utilisation de solutions innovantes et notamment d'IA et aussi respect de l'éthique et garder finalement l'humain aussi au centre de ces transformations? Le métier de courtier repose principalement ou totalement sur le capital humain. Donc ça, c'est, je pense, qu'important de le rappeler. Et donc l'enjeu pour le courtage, c'est précisément, on a parlé d'hybridation tout à l'heure, c'est comment réussir à conserver ce conseil de forte valeur ajoutée que délivre le courtier, accompagné en fait par des outils technologiques qui vont lui permettre de monter en compétences et d'aller plus vite. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur.
Ça paraît très simple. Dans la vraie vie, c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Mais en tout cas, nous, c'est notre cheval de bataille, c'est d'arriver à réussir cette hybridation pour que le courtier voilà, soit un courtier augmenté à l'avenir et qui conserve du coup sa place, parce qu'il y a toujours tout un mythe autour de l'IA sur la machine va remplacer l'homme, etc. Donc nous, on a la conviction qu'on est plus effectivement dans un phénomène de destruction créatrice, comme théorisé par Schumpeter. Et très clairement, le courtage a beaucoup d'avenir avec l'aide de la machine. Ouais. Je peux continuer. Donc clairement, je m'inscris tout à fait dans la suite de ce que Christophe disait. Pour résoudre les enjeux, l'IA doit être au service de l'humain. C'est une tautologie évidemment, mais voilà, l'assurance est un métier intermédiaire. L'humain compte, la valeur de son conseil compte, et particulièrement en courtage. Après, j'ajouterai une deuxième dimension qui est celle de l'agilité, de la célérité dans l'exécution. On est convaincu qu'on est vraiment aux prémices de cette révolution des usages que l'IA nous apporte aujourd'hui. Donc il faut, voilà, en tant qu'entreprise, avoir une agilité, une vitesse d'exécution qui est extrêmement importante pour vite écarter les mauvaises idées, en fait. Et ça, effectivement, ça doit se faire dans une souci de performance et aussi dans un souci d'expertise. L'assurance, c'est un métier de données et d'expertise. Il faut que voilà, les agents d'IA, on parle beaucoup des agents IA aujourd'hui, aient le même niveau d'exigence que l'ont les collaborateurs d'AssureOne quand ils traitent les demandes des clients, et c'est ceux de tous mes confrères ici. Donc voilà, mettre l'éthique et l'exigence d'expertise au cœur du service. Et je voulais rebondir sur un élément qu'a dit Christophe, qui est la peur du remplacement de l'humain. En fait, il y a un élément qui est en train d'émerger de plus en plus, qui prête un peu à sourire pour moi, qui est qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'un risque de remplacement de l'humain par de l'IA, a priori. On est plutôt en train, par contre, de parler d'un risque de remplacement des humains qui ne font pas d'IA par des humains qui utilisent de l'IA. Et c'est beau là que ça se passe, en fait. Il y a vraiment un besoin de maîtriser l'outil, parce que c'est là qu'en fait la transition se fait. On l'a beaucoup vu chez les avocats, où ils avaient une énorme peur d'être remplacés, etc. Et au final, on se rend compte que concrètement, ce que ça donne, c'est plutôt... en fait, oui, savoir utiliser l'outil est un gros gain, ça crée de la performance, et la performance a un impact important dans le travail à la fin. Et c'est beaucoup là que se situe la question. Donc c'est plutôt du côté réfractaire qu'il y a un risque aujourd'hui que l'inverse. Donc voilà. Et je profite de la conclusion simplement pour dire qu'on a un stand juste là-bas, pour ceux qui veulent nous rencontrer. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie, et puis il est temps d'aller déjeuner maintenant. Merci.